À contretemps, en trois mots, hein, un de ces jours, on va vous expliquer le choix de cette appellation pour l'émission préférée de nos éditeurs. Quelle prétention. Bonjour, bonjour Daniel. Bonjour Gérard, bonjour Emmanuel, bonjour Christian, bonjour à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, en espérant qu'ils ont passé de joyeuses fêtes pascales, qu'ils n'ont pas fait trop d'orgies de crabes. Et je voudrais commencer par un coup de cœur à Tropic Atrium, parce que demain samedi, à 19h30, il y aura un spectacle donné par l'école de danse du Conservatoire, le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, qui s'est vu distingué il n'y a pas longtemps, qui occupe la 2e place au monde sur les écoles d'art, juste après le Royal College of Music de Londres et avant l'Académie royale de Londres. Et il y a l'école de danse qui est en Martinique. Et ce qu'il faut souligner, c'est que avant le spectacle qu'ils donneront demain, il y a eu une espèce, je dirais, de formation avec des élèves des écoles de danse de Martinique, hein, de masterclass si on veut. Oui. Donc c'est pour la transmission. Oui. Et puis ils vont présenter demain des chorégraphies. Il y en aura 3 de chorégraphes différents, mais ce sont des personnes qui sont très talentueuses et nous aurons l'occasion, après mon intervention, de voir des images de spectacles qu'ils ont donnés et on pourra apprécier le talent. Donc, grand coup de chapeau à Tropic Atrium pour ce qu'il nous permet de voir, parce que c'est pas donné, c'est un spectacle le plus grand nombre auquel il pourra assister et je pense que c'est vraiment une très belle initiative qu'il faut saluer. Long time no see. 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 Beaucoup de spectacles en Martinique qu'on l'ignore souvent. Christian va nous en parler, mais avant, bonjour monsieur l'écrivain, homme d'affaires. Bonjour Gérard, bonjour Christian, bonjour Daniel, bonjour à tous nos amis. Ravi une fois encore d'être autour de cette table. Et puis content aussi d'avoir traversé cette parenthèse pascale qui était un bon moment pour se reposer, profiter pleinement de notre belle Martinique. Voilà, ça fait du bien de baisser le rythme de temps en temps. Trop tôt pour parler de ton dernier opus? Un petit peu trop tôt, parce que je n'ai même pas encore eu entre les mains. J'aimerais bien d'abord le relire moi-même avant d'en parler. On en aura quand même un peu parlé. Merci. Christian, ça en fait. Très bien, alors je vais faire 2 coups de cœur. Un premier à un homme qui nous a quittés, qui s'appelle Roland Jean-Baptiste Édouard, et qui a écrit, avant son départ, le livre blanc de la culture de la Martinique. Alors ce qui est extraordinairement intéressant, c'est qu'il a prospecté auprès de plusieurs personnes qui ont rédigé leurs pensées
Donc nous devrions avoir quelque chose de très fécond qui pourrait alimenter même les réflexions publiques de la politique culturelle. Voilà, je ne vais pas tous citer tout le monde, mais enfin je conseille cela. Il a interrogé les acteurs de la politique culturelle, les gens qui sont en place dans la culture, à fait, absolument. Dans les communes, voilà, qui ont rédigé leurs propos, les établissements culturels. Voilà, c'est ça. Bien. Donc ça me paraît très intéressant. Un clin d'œil à sa famille. Et puis, comme toi, je fais un clin d'œil à Tropicatrium, qui hier soir a programmé Luc Labonne. Et je suis allé, j'ai vu un très très beau concert. Alors je vais faire un petit clin d'œil à Michael Marnet, pianiste qui a été fabuleux, avec un orgue Hammond et 2 claviers. À également Alain Dracius, qui pour la première fois a joué au vibraphone. Alors, vous connaissez Alain Dracius aux percussions, et il a joué au vibraphone. Alors, c'est 2 mondes différents. Donc, ça montre effectivement ça. Et puis, à tous les autres musiciens, Alex Bernard, bien sûr, l'incontournable, a également la petite violoniste là, du Robert qui joue avec Malavoie, enfin, pardonnez-moi, son nom me passe. Et puis Dominique Bougainville, on a assisté à un très bon spectacle, donc je tiens à féliciter à la fois l'Atrium, mais aussi Luc Labonne et son équipe. Au chant, au saxo? Au chant, c'était Luc Labonne. Il a pas fait de saxo, il a fait chant-piano. Piano, oui, c'est mieux piano. Absolument, absolument, tout à fait. Voilà. Vraiment, je veux saluer aussi Mickey Telef qui était présent également, et puis Annick Dantin qui a joué au Cornlambi. Voilà. Et ça me revient, elle s'appelle Nina Laurence, la violoniste de Malavoie, merveilleuse, très jolie, et en même temps qui a fait une prestation remarquée et remarquable. Voilà. Très très bien. Écoutez, moi je vais vous parler de choses dont on ne parle plus tellement, c'est en fait d'écologie, d'environnement, avec une sorte de mot d'ordre qui revient, c'est que le bonheur de l'un peut devenir fait le malheur de l'autre. Alors que l'Agence française de sécurité sanitaire, ça s'appelle l'ANSES, pas l'AMSES, l'ANSES, avait retiré son autorisation de mise sur le marché à compter du 25 avril de la phosphine. Ça nous concerne, vous allez voir pourquoi. Un puissant insecticide utilisé pour traiter les céréales, le blé, pour manger bon pain dans le pays tard. Le gouvernement a annoncé vouloir revenir sur sa décision, sur son interdiction, prévue pour les céréales destinées à l'exportation de l'Union européenne. Autrement dit, très simplement dit, pour mes nationaux, pas de phosphine, mais pour le reste du monde, phosphine dans les eaux. Il y a quelque chose de terrible dans la politique tout court, la politique économique. Je laisse les gens juger. Toujours sous le label « Le bonheur de l'autre peut faire le malheur de l'autre », 170 espèces d'araignées sur plus de 1500 sont menacées. Parmi elles, 16 sont en danger. Vous devez vous dire, mais où est-ce que je vais? Mais attendez. 16 sont en danger critique d'extinction. Exploitation des forêts, artificialisation des prairies, pesticides. Elles sont d'abord victimes des activités humaines et également du développement technologique de notre société. Alors, c'est une bonne nouvelle pour les gens qui souffrent. Alors, est-ce que je vais arriver à me souvenir du nom? L'arachnophobie. La phobie, oui. L'arachnophobie. Bravo, vous avez gagné. Vous avez gagné, je ne sais pas quoi, vous avez gagné. Qui est une phobie mais réelle, qui empêche à certaines personnes de vivre parce qu'elles cherchent des araignées sous leur lit. Donc, elles doivent être contentes. Elles disent, ça fait 16 de moins. Actualité. Mais c'est bien. Alors, qu'est-ce que M. Macron a perdu ou a gagné en appuyant sur pause en ce qui concerne la réforme des retraites? C'est Christian qui va nous évoquer les conséquences de... Alors, je vais partir de loin en disant, Macron, c'était l'audace. Ouais. C'était la performance, c'était la jeunesse. Enfin, je parle à l'imparfait. En tout cas, si vous voulez, ce sont les premières impressions que j'ai eues. Alors, dans un premier temps, je me suis dit, mais c'est antipopulaire. Bon, après, j'ai vu effectivement comment il avait dû droiter, quoi, parce qu'en fait, il a fallu passer entre les deux, c'est-à-dire le bloc de gauche, la droite traditionnelle, et œuvrer dans un centre. Bon, voilà, ça m'a paru un renouvellement. Bien. Mais en même temps, si vous voulez, pas d'expérience politique. Il n'a jamais été élu. Il n'a pas un itinéraire qui est comme les autres. Donc, si vous voulez, c'était effectivement une interrogation. Est-ce que ça aurait tenu ces qualités que nous avions vues? Bon, alors, donc, manque d'expérience. En même temps, arriver président de la République à 40 ans, ça forcément, ça donne de la suffisance. Quoi. Tu prends encore pour bon Dieu. Bon. Et puis, effectivement, alors, les points marquants de sa présidence.
je vais aller rapidement, Gilets jaunes. OK. Ensuite, le maire de Lyon, Gérard Collomb, vous vous rappelez, quitte le navire. Ensuite, le Covid, pas brillant. Hein, on a vu toutes les turbulences qu'il y a eu en France après l'Ukraine. Patiné au début, il a patiné, il a parlé à Poutine, mais Poutine cassé comme il avait fait à Sarkozy. Donc, si vous voulez, on se rend compte effectivement au fur et à mesure qu'au fur et à mesure de son itinéraire, on se rend compte de sa fragilité. Et puis, les retraites. Alors, j'aimerais rapidement dire aussi le voyage en Chine aussi, qui est aussi controversé. Les résultats ne sont pas brillants. Dernièrement, conspué en Hollande. Alors, et puis la question des retraites, où forcément, même s'il a ses raisons, la France est divisée. La France est dans une turbulence comme elle n'a jamais été depuis pas mal d'années. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de positif de Macron? Peut-être une situation économique pas trop mauvaise. Peut-être aussi, enfin pour nous, qu'il ait parlé de la colonisation française. Il est remis en question, si vous voulez, la colonisation française de ses aînés. Mais est-ce que cela suffit? Est-ce que cela suffit? Alors, c'est vrai que la question du retraite lui pose un gros problème. La question du retraite, j'aimerais dire, a fini de l'achever. Alors, est-ce qu'il peut appuyer sur pause? On est aujourd'hui attentif au Conseil constitutionnel qui va se prononcer aujourd'hui. Voilà. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont en gagner. Est-ce qu'il peut aujourd'hui remonter, Macron? Mais a-t-il besoin de remonter? Parce qu'il n'est plus éligible. Vous voyez? Quel avenir pour Renaissance? On ne sait pas non plus. Il a un parti qui est de plus en plus faible. Là où il avait gagné de la première fois à l'Assemblée nationale, aujourd'hui il est minoritaire. Donc aujourd'hui, il y a une réelle interrogation sur effectivement la poursuite de la crédibilité de ce président. Mais est-ce qu'il ne peut pas arrêter tout ça? On est d'accord avec toi sur tous ces aspects, et c'est vrai, surtout pour nous, en ce qui nous concerne. Est-ce qu'il va dire, bon, on a arrêté? Oui, mais est-ce qu'il peut arrêter après être allé si loin? N'oublions pas qu'il a fait voter le 49-3. N'oublions pas que les discussions avec la Première ministre n'ont rien donné. Donc, si vous voulez, l'intransigeance de Macron... Et je voulais rapidement dire aussi que DSK, Dominique Strauss-Kahn, il a publié quelque chose sur Twitter où il a regretté, si vous voulez, que beaucoup de choses. Il a dit que Mitterrand, dans des situations comme ça, Mitterrand était arrivé à s'en sortir. Absolument. Parce qu'on ne peut pas couper le dialogue avec la population. Donc aujourd'hui, on a du mal à imaginer, si vous voulez... On verra, en tout cas, la décision du Conseil constitutionnel a son importance. Oui. Et on verra bien si la réforme d'initiative partagée aussi sera validée. La décision d'arrêter devrait, à mon avis, être prise. Elle est indépendante de la décision du Conseil constitutionnel. Et d'ailleurs, je pense que personne comme Mme Borne l'a compris, puisqu'elle affirme qu'il faut respecter une période de convalescence, ce sont ces mots, hein, qu'il ne faut pas que les syndicats sortent humiliés de cette séquence. Le pays a besoin d'apaisement, le pays est en état de sidération, il faut respecter un temps de décantation. À un moment donné, si on veut apaiser les choses, il faut reprendre le dialogue, montrer qu'on a de la considération pour les gens. Voilà. Comment faire? I don't know. Donc vous avez des idées? Vous êtes ministrable. En tous les cas, Daniel va nous parler d'une proposition de loi pour nos petits fonctionnaires ultramarins, qui à mon avis, est quand même importante. Oui, alors, vous vous souvenez peut-être, parce que du fait que la majorité n'est pas la majorité absolue, on est plus attentif à ce qui se passe au Parlement. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Hein. Et on a retenu que chaque groupe parlementaire a ce qu'on appelle une niche. Ça veut dire qu'il a une journée pendant laquelle il est maître de l'ordre du jour de cette journée jusqu'à minuit, mais c'est un coup près. Hein, ouais. Et il fait des propositions de loi. Et parmi donc la gauche démocratique et républicaine, démocrate et républicaine, a sa niche le 4 mai. Et parmi les propositions de loi qu'elle a présentées, il y a une proposition de loi consistant à... alors, je simplifie, disons, à donner la priorité de l'embauche en Outre-mer à des ultramarins. Alors, c'est la fonction d'État. Je précise, juste un petit rappel, il y a à côté de la fonction publique d'État, il y a la territoriale et il y a l'hospitalière. Donc là, pour que les gens comprennent bien, c'est par exemple la préfecture, c'est l'éducation nationale, c'est les impôts, c'est l'agriculture, c'est ça la fonction, la justice, la fonction publique d'État. Donc c'est celle-là qui est concernée, puisque c'est celle-là qui est de la compétence qui pourrait donc donner lieu à une loi. Alors, il n'y a pas le terme préférence, hein, parce que ça n'est pas possible dans l'état du fait que nous fassions partie
de l'ensemble républicain, ce qui n'est pas le cas de la Nouvelle-Calédonie, parce que la Nouvelle-Calédonie a un autre statut. Grosso modo, donc par conséquent, on part du constat que l'INSEE a fait une enquête pour pouvoir dire qu'il y a une surreprésentation des fonctionnaires d'État hexagonaux dans les différents territoires ultramarins, c'est surtout la Réunion, la Guyane, la Guadeloupe et la Martinique. Grosso modo, une proportion de 10 pour 40, donc c'est beaucoup. Et donc la proposition qui est faite, c'est donc de donner cette priorité lorsqu'il y a des postes à pourvoir, et la proposition de loi énumère un certain nombre de critères qui sont, il y en a 16, à prendre en compte pour pouvoir déterminer quels sont sur quoi on doit se baser pour pouvoir préférer cela. Alors, je signale, cette proposition de loi sera examinée le 4 mai, c'est la date de la niche parlementaire, mais vous savez que les propositions viennent en commission avant, et la commission peut donner un avis favorable ou pas. C'est venu il y a 2 jours et la commission n'a pas donné d'avis favorable. Donc, c'est à suivre, mais je me permets de poser 2 questions. La première, on fait le constat de ce qu'il y a une surreprésentation d'hexagonaux. OK. Mais il manque de chiffres. On aurait aimé savoir quelles sont les demandes non satisfaites d'ultramarins qui souhaitent rentrer. Parce que c'est bien beau de dire il y aurait des postes, il n'y en a pas assez. Mais question, est-ce qu'il y a suffisamment d'ultramarins dans les postes qui sont à pourvoir? Je prends un exemple, c'est le ministre délégué de l'Outre-mer, M. Carinco, qui parlait de la Guyane en matière de justice. Il y a des postes à fournir, il n'y a pas de candidats, qu'ils soient hexagonaux, qu'ils soient guyanais, qu'ils soient martiniquais, il n'y a pas de postulants. Donc, ce serait intéressant pour qu'on puisse bien comprendre quelle est l'ampleur de la question, de savoir quels sont les postes, combien de demandes d'ultramarins qui ne sont pas satisfaites. Et puis la deuxième question qu'on pourrait se poser, mais il y a des fonctionnaires d'État qui n'ont pas forcément envie de rentrer. Je trouve qu'on leur impose le fait que on est fonctionnaire d'État, on doit rentrer au pays. Mais il y a des gens qui veulent peut-être pourquoi ne peuvent-ils pas être fonctionnaires dans la haute administration française, européenne, ils peuvent avoir une carrière et ils n'ont pas forcément envie de rentrer et c'est légitime. Donc moi je pense qu'il faut être un peu moins, comment dirais-je, fermé, il faut prendre en compte plusieurs paramètres, même si, en conclusion, il serait souhaitable que s'il y a des demandes, qu'on puisse effectivement pouvoir les satisfaire. Et je termine en disant qu'il y a longtemps, notre ami Marie-Alice André-Jacoulet avait interpellé le président Chirac qui était venu à la Martinique pour attirer son attention sur le fait que dans les administrations en Martinique, il n'y avait pas suffisamment d'ultramarins. Ça remonte à très très longtemps, donc les choses durent depuis longtemps. Quand on regarde les chiffres, seuls 11% de fonctionnaires sont réunionnais, contre 45% d'hexagonaux. 10-40. Pour la Martinique, 10% contre 40%. La Guadeloupe, 10% contre 34%. Et la Guyane, 6% contre 25%. Ça ne peut pas ne pas avoir d'effet sur le plan sociologique ou psychologique. C'est-à-dire que vous avez affaire au service de l'État et vous arrivez et vous ne trouvez pas de gens qui sont un peu semblables à vous et vous trouvez des gens qui ont une autre culture, qui sont prêts à vous comprendre peut-être plus que vos homologues. Attention, je suis tout à fait lucide et conscient, mais n'empêche que ça c'est un fait brut sur lequel je ne vais pas me... Deuxièmement, le fait que les Antillais ne veuillent pas revenir, c'est une réalité. Qu'ils soient fonctionnaires, qu'ils soient médecins, ils ne veulent pas revenir. C'est une chose sur laquelle il faut qu'on se penche. Pas dans la perspective pour dire qu'ils ont la liberté, mais tu as raison d'avoir cette opinion, c'est une question d'opinion, de gravir les échelons de la fonction publique républicaine et française, mais simplement de dire pourquoi on ne crée pas des conditions pour qu'ils puissent être contents et revenir chez eux. Dans le cadre de vie, enfin, tout ce qui vaut pour les jeunes, c'est la même chose. Est-ce qu'on ne pense pas que bien vivre permettrait de régler beaucoup de problèmes, bien vivre dans ce pays en harmonie? Enfin, dernière chose... nous avons un ami commun qui nous disait qu'au poste, aux fonctions où il se trouve, il a eu à solliciter une 50aine de médecins antillais qui sont à l'extérieur pour qu'ils puissent revenir au pays, que sur 55 ont accepté de revenir. Donc je suis tout à fait lucide pour dire que effectivement,
c'est pas si simple ce problème, mais il existe et il faut s'en emparer à bras le corps, de façon, avec le principe qu'il est quand même bien qu'il y ait un peu plus qu'une moyenne, un peu plus dans le contexte. Parce qu'imaginons que ce soit l'inverse. Bien sûr. Il y aura tout des à problèmes comme dans les services hospitaliers ou comme à la poste où ça faisait parfois des classements dedans. Alors, mon commentaire est que les temps ont bien changé quand on se souvient de l'ordonnance scélérate, l'ordonnance de Bray qui avait permis, après les événements d'Algérie, de s'emparer de la situation de la vie de fonctionnaires et de les muter d'office, tant de le passer en bas pont. Et les choses ont bien changé. Imagine-t-on un instant qu'une ordonnance, c'était une ordonnance, pas une loi, mais c'était quand même, ça avait valeur légale, qu'on puisse décider, bon, nous avons des confrères, nous avons des amis qui ont dû abandonner leur carrière et changer de métier à la suite de cette ordonnance. Et puis, il y a aussi une autre disposition à leur égard qui est le congé bonifié, quoi. On a estimé qu'ils peuvent rentrer de temps en temps dans leur pays. C'est dire qu'on doit donner compte pour les fonctionnaires, pour tous autres citoyens, de la situation, de la réalité de leur situation. Voilà, sur ce sujet. Maintenant, M. Emmanuel de Rênal, je vous donne la parole pour que vous nous parliez de... Comment ça s'appelle, les net... En tous les cas, 26% des jeunes de 15 à 29 ans ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation. C'est assez extraordinaire, assez impensable. Traitons de... D'après une étude de l'INSEE. Oui, ça c'est une photographie. Alors c'est assez en lien avec le sujet qu'on vient de traiter, parce qu'au fond, derrière tout ça, il y a un vrai sujet qui est le sujet de l'attractivité de nos territoires. Donc ça, on va y revenir, exactement, parce que moi je considère que tout est lié. Alors en effet, la photographie est la suivante. 26% des jeunes de 15 à 29 ans ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation. Ce qu'on appelle les NEET, N-E-E-T, qui est la manière de les classifier. C'est 2 fois plus que dans l'Hexagone. Et ça concerne 14 400 jeunes martiniquais. C'est considérable et ça dépeint une situation catastrophique parce que, comme on le disait hors antenne tout à l'heure avec Daniel, c'est autant de jeunes qui ne participent pas au projet collectif, au projet commun, et ça a donc des répercussions sur le pays tout entier, qui ne bénéficie pas d'un moteur qui est celui de sa jeunesse. Et donc, c'est vraiment problématique. Et là, on est dans des scores qui sont importants, mais qui sont malheureusement endémiques. J'ai le sentiment d'avoir toujours connu, depuis des décennies, ce volume de jeunes qui ne participent pas, qui ne rentrent pas, pour des raisons diverses, dans la vie publique, dans la vie commune du territoire. Alors, 3 explications, à mon sens. La première, elle est d'ordre économique. Il faut bien comprendre que sur ces territoires, alors ce qui est vrai en Martinique l'est aussi pour la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, ça n'est pas propre à la Martinique. Nos territoires, sur le plan économique, sont caractérisés par l'étroitesse de leur marché, ce qui fait que les activités économiques sont insuffisantes pour absorber naturellement nos jeunes. Donc il y a un problème, un facteur économique, mais qui nous oblige à considérer que la dynamisation des activités économiques est essentielle. Il ne faut pas baisser la garde sur ça, parce que il faut absolument faire en sorte que notre dynamique économique se réveille pour pouvoir absorber ces jeunes. Donc ça veut dire qu'il y a un sujet de culture économique qu'il faut continuer d'intensifier inlassablement. Donc facteur économique. Le corollaire de ça, c'est aussi le facteur de la formation. On a déjà évoqué ce sujet, mais on a des formations qui ne sont pas forcément en adéquation avec les besoins des entreprises, parce que le grand paradoxe, ce qu'on évoquait pour la fonction publique tout à l'heure, l'est aussi dans le secteur privé. Beaucoup d'activités économiques majeures sur le territoire ont des emplois à proposer, mais ne trouvent pas de postulants. Et donc on a ce paradoxe d'un pays avec des chômeurs et des emplois, et on n'arrive pas à brancher les 2 tuyaux, donc ça pose un problème. Donc il faut vraiment réfléchir à ça. Il y a aussi des facteurs d'ordre sociaux. Alors c'est sûr que c'est peut-être pas politiquement correct de le dire, mais il y a quand même une catégorie de jeunes qui, il faut bien le dire, sont mieux rémunérés par le non-travail que par le travail. Et ça met de côté une frange de la population. Il y a des instruments d'insertion, je pense en particulier au RSMA par exemple. Le RSMA qui fait un travail considérable, qui parvient à insérer les jeunes, mais qui demande une contrepartie exigeante, importante aux jeunes, de travail, de
de mobilisation, d'assiduité, etc. Alors qu'il y a d'autres dispositifs qui finalement donnent la même rémunération, entre guillemets, sans exiger autant des jeunes. Et il y a une compétition dans les instruments d'insertion qui fait que parfois la nature est ainsi faite qu'on va vers le plus facile. Et ça, c'est une réalité, il faut aussi le dire. Le non-travail, malheureusement ou heureusement, ça je ne vais pas juger, mais c'est un fait, rémunère parfois suffisamment pour que le travail ne soit pas une motivation. Et puis, il y a aussi un facteur psychologique. Alors, je ne sais pas si c'est le terme, mais j'ai constaté, moi, quand je fais beaucoup de tournées dans les écoles pour faire des simulations d'entretien d'embauche, parce que c'est un programme que j'avais lancé avec Contact Entreprise à l'époque, de constater à quel point il y a dans la jeunesse un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi, et on sent bien que nos jeunes grandissent dans un pays considéré comme n'ayant pas de futur. Et donc, comment voulez-vous qu'une jeunesse s'enthousiasme si elle a la conviction intime qu'il n'y a pas de perspective pour elle? Ça, c'est un facteur. Alors, est-ce que c'est psychologique? Est-ce que c'est... En tout cas, ça met le doigt sur une responsabilité que nous avons tous, qui est d'arrêter de dégrader notre pays, parce qu'on n'est pas conscient des effets que ça a sur nos jeunes. À force de faire du bashing sur notre territoire, à force eh bien, on développe une idée sournoise que ce pays n'a pas de perspective, il y a pas que les jeunes ne sont pas attendus, et donc forcément les jeunes grandissent sans rien attendre du pays, et donc sans se préparer à affronter le combat du pays. Et donc on a vraiment un devoir de relancer l'attractivité de ce territoire, et ça passe par un engagement de chacun de nous, y compris de la valorisation de nos atouts. C'est un combat permanent qui doit nous guider, et il faut arrêter ces discours parfois désespérants. L'illettrisme touche 13% de la population martiniquaise, selon une étude de 2014. Parmi ces personnes, la moitié est sans emploi, on l'aura compris. Je trouve déjà que le ratio est finalement intéressant. La moitié de illettrés, c'est ni lire ni écrire, mais tu trouves quand même du travail. C'est assez extraordinaire. C'est moins grave qu'à Mayotte, naturellement, ça va de soi, 48% d'illettrés, Guadeloupe et Guyane, 20%. Et je signale un ouvrage qui s'appelle « Apprendre pour s'envoler ». C'est une méthode d'apprentissage qui comprend des illustrations rappelant notre situation locale. Et les autrices, c'est le féminin d'auteur, sont Nicole Anne Parfaite et Isabelle Facélina Chaumet, qui est formatrice en droit social et avocate. Qui a été reçue ici. Voilà. Et qui a été reçue à Zitadam, m'apprend notre fidèle Daniel. Nous nous appuyons sur des expressions familières afin que l'apprenant puisse reconnaître des choses de chez lui et mieux mémoriser. Et elle précise, apprendre, c'est aussi aimer. J'ai décidé d'aller jusqu'au bout. Ce sont des mots d'ordre qu'elles essaient d'inculquer dans l'ouvrage. En effet, confirme Nicole Anne Parfaite, l'estime de soi est essentielle. OK? L'estime de soi du pays, c'est tout à fait relié à ce que tu disais. Essentiel à la progression, afin de se réaliser pleinement. Il faut entre 1 an et 2 ans, c'est pas si grave que ça. Il faut entre 1 an et 2 ans pour que quelqu'un puisse sortir de l'obscurantisme, c'est ça l'illettrisme, et arriver à pouvoir lire le journal, être informé, être au courant. Société, jingle. Bon, grand pitting. Le roi Charles signale le premier soutien explicite à la recherche sur les liens esclavagistes de la monarchie. C'est une reine qui va nous expliquer tout ça. Daniel. Alors, bon, tout le monde sait que dans 3 semaines, Charles III sera couronné. Et il y a un article qui est paru dans un journal, The Guardian, qui révèle que un roi, donc forcément la monarchie existante jusqu'à présent, on considère qu'il est l'héritier de tout cela. Absolument. Donc c'est qui montrait donc la vente d'actions d'une compagnie qui faisait le commerce d'esclaves, c'est-à-dire la traite et aussi les esclaves. Et c'est donc des actions qui ont été vendues à un monarque. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la couronne britannique a fait paraître un communiqué disant que le roi Charles
soutient les recherches qui pourraient permettre de connaître l'étendue de l'implication de la monarchie dans le commerce de la traite et de l'esclavage. Alors, ce n'est pas anodin, et je crois qu'il ne faut pas se focaliser sur les demandes de réparation financière, c'est un volet, mais l'accès aux archives, et parce que c'est ce qu'il dit. Il dit qu'il est d'accord pour que les sociétés, les personnes qui font des recherches aient accès aux archives royales pour pouvoir connaître, donc par conséquent, l'étendue du commerce, savoir quelles étaient les sociétés, quelle était la part des monarques pour le commerce, c'est-à-dire dans les bateaux, est-ce qu'il y a une participation dans les sociétés d'armateurs, en ce qui concerne les plantations, est-ce qu'il y a une remontée d'argent dans la couronne. L'accès aux archives, c'est une question fondamentale. Et vous vous souvenez, on a eu l'occasion d'en parler une fois, Édouard Glissant disait plus que le devoir de mémoire, c'est le devoir de connaissance. Ouais. Et donc, par conséquent, la connaissance de notre histoire, de ce qui s'est passé, permet d'asseoir. Nous-mêmes, nous pouvons mieux connaître ce qui s'est passé et mieux nous définir. Donc, moi, je crois qu'il faut saluer cette ouverture aux archives, parce que maintenant, les chercheurs auront la possibilité de pouvoir aller plus profondément dans l'étude de cette période. Et qu'est-ce qu'ils vont trouver? Ils vont trouver que l'immense fortune de la famille royale, elle est colossale, elle provient de l'esclavage, que l'Angleterre a transporté plus de 3 millions d'Africains au XVIIIe siècle, c'est colossal par rapport à la France, le Portugal ou même l'Espagne, qu'en réalité c'était un business de l'entreprise c'était de l'entreprise familiale quoi, qui vivait de ça, sa richesse personnelle. Georges III a utilisé des esclaves pour servir malgré eux dans l'armée, comme soldats, et que la couronne était l'un des plus grands acheteurs d'esclaves de l'Empire britannique. D'ailleurs, on les appelait the Negroes of the Crown, la possession d'esclaves, et que la couronne britannique a été propriétaire d'esclaves dans les colonies jusqu'en 1831, bien après l'abolition de l'esclavage. De la traite. Autant pour moi, c'était lapsus. L'indépendance fut accordée à partir de 1962 au Commonwealth, ça fait ce qui est devenu le Commonwealth, et qu'aucune compensation naturellement n'a été donnée à ceux qui avaient, financière a été donnée à ceux qui, pendant des siècles, avaient subi cette situation. Et puis qu'il y a eu depuis, et même à cette époque, aucun investissement britannique dans ces îles. Il nous donne bien la conséquence économique de ce qui se passe. Souvenez-vous du chiffre que le PIB de ces îles, de nos amis, frères, voisins, il est du 10e du nôtre. Bon, je ne fais pas l'apologie de la défense de la colonisation et de la traite française, mais ce sont des réalités économiques. Et qu'en tous les cas, l'esclavage a financé la conquête du Canada, du Québec, et c'était quand même quelque chose de colossal. Christian, des chercheurs africains créent une intelligence artificielle. Tu veux traiter ça? Ah ben oui, ça me paraît très intéressant. Ouais, voilà. D'ailleurs, ils ont une communauté qui s'appelle Indala, qui se réunit tous les ans dans un pays africain. Cette année, ce sera au Ghana. Et en fait, on a parlé beaucoup de ChatGPT ici. En réalité, il faut voir que ces gens-là, ils constituent quelque chose d'autonome, quoi, par rapport au ChatGPT américain. Enfin, vous me corrigez si je dis des bêtises. Mais en tout cas, ça me paraît très intéressant parce qu'il y a 2000 langues africaines qui seront intégrées dans cette intelligence artificielle africaine. Donc je pense que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et parce que ça va revitaliser un petit peu la connaissance de l'Afrique, la connaissance aussi des langues. Ça va aussi créer un réseau numérique qui sera autonome par rapport aux Américains. Et c'est peut-être un petit indicateur pour nous, peut-être de la Caraïbe, pour l'Amérique du Sud aussi. Parce qu'on a tendance à se sentir impuissant vis-à-vis de ces gros opérateurs numériques américains. Mais je crois que cet itinéraire me paraît très intéressant et porteur de réflexion pour nous, quoi. Voilà. Alors je voudrais trahir un petit secret. Bon, d'abord, dire une chose qui n'est pas un secret, c'est que nous avons parmi nous un adepte du concept d'Ubuntu. Ubuntu. Il va vous réexpliquer ce que c'est. Et puis également, une fois, je l'ai trahi, il s'est trahi, il était dans peut-être un salon, j'allais dire mondain ou une réunion, et il parlait, et tout le monde l'écoutait, il parlait des dynasties et des dynasties africaines. Je passe la parole à cet africaniste. Oui, enfin bon, tout le monde sait que le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. On sait même que la totalité de l'humanité provient de l'Afrique.
Et que d'ailleurs, j'avais écouté une émission d'un chercheur qui disait que les hommes noirs étaient les premiers de l'humanité et que les hommes blancs, c'est une déclinaison. C'était pas des générescences, non. Non, une déclinaison. Une déclinaison. On va sur ces termes-là. Donc, mais moi, j'ai deux anecdotes que je voulais vous raconter concernant l'Afrique et notamment ces nouvelles technologies. Il y a 2 ans, j'étais à Strasbourg dans un colloque qui réunissait à peu près 1000 chefs d'entreprise européens et ultramarins. On sortait du Covid, donc c'était pour penser le monde qui s'ouvrait, notamment à l'aune des nouvelles technologies, etc. Donc des réflexions assez approfondies, il y a des philosophes, il y avait des gens de grande qualité. Et j'ai visité, dans ce cadre-là, une entreprise française qui s'appelle l'IRCAD. L'IRCAD, c'est le champion mondial de la chirurgie robotisée. Alors j'ignorais que ça existait en France, mais on a un acteur qui taille des croupières aux Américains, aux Chinois, sur une technologie de pointe qui mobilise des intelligences d'IA, d'ingénierie, d'informatique, enfin tout. Bon. Et moi, spontanément, je me dis, mais ces gars-là, ils doivent forcément recruter leurs talents à la Silicon Valley ou dans les grandes universités d'Oxford anglo-saxonnes. Et donc, j'interroge le directeur pour me dire, mais où trouvez-vous vos talents? Et il me répond, au Kenya. Il me dit, toutes les forces vives de mon entreprise, qui est le leader mondial dans cette nouvelle technologie, ce sont des Africains, ce sont des Kenyans. Et il me dit, et là, j'ai une intelligence absolue, des savoir-faire que je ne trouve pas ailleurs, avec un niveau d'engagement supérieur à ce que je peux trouver dans les autres coins de la planète. Première anecdote, ça fait réfléchir. Ouais. Deuxième anecdote, pas plus tard qu'il y a 1 mois, je déjeune avec un chef d'entreprise qui a créé toute sa vie, donc qui aborde l'âge de la retraite aujourd'hui, des formations de très haut niveau en management en Europe, en France, en Allemagne, etc. Et donc qui forme les managers du 21e siècle. Et je déjeune avec lui, il me raconte son histoire, et il me dit, là, j'aborde la retraite, et je m'intéresse maintenant au continent africain. J'ai été appelé par le Burkina Faso pour développer une formation en Afrique de haut niveau. Donc il me raconte son histoire, il va au Burkina Faso, et il se met à côté du formateur, il recrute à l'aide du gouvernement une cohorte d'une 20aine d'élèves africains. Il me dit, alors c'est l'élite en termes d'intelligence du pays, ce sont des gens brillantissimes. Et il me dit, là, je suis surpris d'avoir, j'ai un nombre de candidats très important dont je dois sélectionner, donc j'ai une file d'attente, mais je trouve des gens d'une intelligence remarquable. Il fait son premier jour de cours, et le cours commence, il y a un élève qui lève le doigt et qui dit, professeur, permettez-moi d'intervenir, mais je dois vous annoncer que je ne pourrai pas suivre vos cours, parce que, vous voyez, j'habite à 70 km d'ici, et hier, on m'a volé ma moto. Bon, le prof dit, merci de nous avoir prévenus, mais ce n'est pas très grave en ce qui nous concerne, il y a une file d'attente, on va vous remplacer. Bon, voilà comment il raisonne, l'occidental vis-à-vis du... Et là, la classe se lève pour dire, professeur, pouvez-vous nous laisser 5 minutes? Pouvez-vous sortir de la salle et nous laisser seuls pendant 5 minutes? Donc, un peu surpris, donc il se retire. Il revient 5 minutes après, et la classe lui dit, professeur, nous avons résolu le problème de notre camarade, nous avons cotisé, et nous avons réuni de quoi acheter une moto, donc il reste. Et sa réflexion était de me dire, j'avais face à moi, à ce moment-là, une vision absolument géniale des clés de succès d'un continent pour l'avenir. J'avais des individualités brillantissimes, comme celles que je peux rencontrer sur d'autres territoires du monde, mais j'avais en plus un collectif solidaire, et il me disait, j'ai compris que si l'Afrique mobilisait à la fois ses individualités et cet esprit collectif dans des projets... Sa culture. Tout ça, c'est issu d'une culture en réalité. Oui. Eh bien, l'Afrique sera le continent de demain pour pouvoir conquérir le monde, parce que là, il y a une magie qu'on ne voit plus dans les pays occidentaux,
ce volet de mobilisation collective. Compassion, Voilà, de solidarité. deux petites anecdotes, mais qui, je pense, qui sont le prolongement de ce que tu évoquais sur l'IA. Tu as vu comme il traite ça? Ça me rappelle notre confrère Gratien, au palais, qui nous prenait et qui nous racontait des histoires comme ça. Il a comme avec feu, Gratien. Bon, merci beaucoup, monsieur. L'industrie, pendant que tu as la parole, parle-nous de l'industrie touristique qui, d'après une économiste, serait un fardeau pour les économies caribéennes. C'est surprenant, c'est à contre-courant, pour ne pas dire à contre-temps. Oui, alors c'est une économiste qui s'appelle Marla Ducaran, qui prétend que les gouvernements des pays de la Caraïbe perdent trop d'argent pour satisfaire les exigences des investisseurs du secteur touristique. Donc ça, elle fait référence au tourisme dans les îles indépendantes ou anglo-saxonnes, en tout cas les îles où il n'y a pas de stabilité monétaire, il n'y a peut-être pas de stabilité politique aussi, ce qui fait que ce sont des territoires où la prédation est facile. On peut rentrer facilement dedans, déséquilibrer les systèmes pour pouvoir imposer des vues de prédation, ce qui n'est, je le dis tout de suite, pas le cas sur nos territoires, où là, il y a quand même une stabilité monétaire qui fait que ce type de prédation est beaucoup plus complexe et plus difficile. En réalité, alors elle développe son discours. C'est un discours qui consiste finalement à expliquer, en gros, si on regarde ce discours au premier degré, que l'industrie touristique dans les îles Caraïbes est une menace plutôt qu'un bienfait, puisqu'elle prétend que ça ne... Oui. Je pense qu'il faut faire très attention à ce discours, parce que moi, je pense que la vérité, ce qu'elle dénonce en réalité, ce n'est pas tant le secteur lui-même, c'est la manière dont des investisseurs considèrent un territoire. Mais ça pourrait être des investisseurs dans le secteur industriel, ça peut être dans n'importe quel secteur, après tout. Donc il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il ne faut pas faire du tourisme en soi un vecteur de nuisance. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un tourisme bien fait, d'ailleurs elle dit si c'était bien fait, ça aurait enrichi le pays. Parce qu'un tourisme bien fait, c'est une activité d'exportation. Alors c'est un peu contre-intuitif, parce qu'on importe des personnes, mais qui viennent alors, effectivement servir une industrie qu'on peut mesurer, l'hôtellerie, la restauration. Mais il faut comprendre que ce sont autant de bouches à nourrir, ce sont autant de cerveaux à alimenter par des loisirs, et donc le tourisme bien fait fait vivre l'agriculture, la pêche, l'artisanat, parce qu'on augmente, on crée des consommateurs qui viennent consommer le pays. Alors, encore faut-il organiser les choses correctement. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire là-dessus. Il faut faire attention à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. D'ailleurs, tu as raison, sa conclusion est que si on avait la main sur les bonnes statistiques, le tourisme pourrait bien constituer un transfert de richesse de la Caraïbe vers les pays d'où viennent les visiteurs. Donc elle est quand même lucide. Mais elle explique surtout que les dirigeants sont dans la plus grande cécité, le plus grand brouillard sur ce que ça peut rapporter, sur ce que rapporte, plus, comme l'a déjà dit Emmanuel, je ne vais pas refaire le sujet, tous les côtés négatifs et de système qui n'est pas suffisamment protecteur, élaboré, et qui n'est pas... Ce qui est important, c'est de comprendre que le tourisme aujourd'hui, enfin le tourisme moderne, et je pense que nos territoires sont dans cette voie-là, on n'a pas de tourisme intégré. C'est un tourisme qui doit connecter les touristes à la population et à l'ensemble des métiers de la population. Et bien évidemment, en respectant l'environnement, en respectant toute une série de choses, ce qui n'est peut-être pas le cas dans ces îles anglaises où on a là une industrie un peu froide et prédatrice. Après l'économie, la culture, donc petite musique de fond. Daniel va nous parler d'un écrivain pilotin, de casse-pilote, Xavier Orville. Je ne prends pas trop de temps puisque le toc-toc, le cadran... Oui, alors moi j'ai trouvé qu'il y avait une forme d'injustice à ne pas parler suffisamment de Xavier Orville, parce que Xavier Orville, c'est un écrivain majeur. Alors il est mort en 2001, donc ça fait 22 ans, mais ce n'est pas une raison. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que je me doute bien qu'il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent pas, vu qu'on en parle peu, c'est quelqu'un qui est né à Casse-Pilote, comme tu as dit, qui a fait des études au lycée Schellcher et qui est ensuite parti à Toulouse, où il a passé une agrégation d'espagnol et il a également passé un doctorat de lettres.
Et il a enseigné, il est également parti au Sénégal, où il a été conseiller culturel de Senghor pendant 2 ans, et d'Abdou Diouf, le successeur de Senghor, pendant 2 ans également. Ensuite, il est rentré à la Martinique, il a travaillé pour le rectorat, il a produit non seulement des romans, mais des pièces de théâtre et des nouvelles. Et il y en a plus d'une douzaine. Alors, on voit à l'écran défiler à la fois les titres de ses ouvrages, mais également la photo de Xavier Orville. Xavier, et parce qu'on le voit bien à la photo, il avait des yeux verts. Il avait un regard qui était un regard perçant. Et Xavier, il a un certain nombre, Xavier Orville, alors excusez-moi, j'ai dit Xavier parce que c'était un ami, il a des thèmes dans sa production, c'est la mort, l'amour, les femmes, la nature, la Caraïbe. Et ce qui le caractérise, me semble-t-il, essentiellement, c'est le fait qu'il ait fait une thèse sur Alecro Carpentier, qui est un auteur cubain, et qu'il est un amoureux à la fois de Jacques-Stéphane Alexis, qui est un auteur haïtien, et de Jacques Roumain, qui est un auteur haïtien. Ce sont notamment Jacques-Stéphane Alexis, il a créé ce qu'on appelle le style, le réalisme merveilleux. Et le style de Xavier Orville, c'est un style qui est un style baroque, c'est un style, il a des contes, mais qui sont des contes fantastiques, mais qui sont toujours appuyés sur la réalité. Et c'est un style que je qualifie de jubilatoire souvent, parce qu'on rit quand on voit la description qu'il fait des personnages et des situations. Et moi, je trouve que, en ce qui concerne aussi, il y a 2 domaines, mais je vais me faire une citation sur la nature, parce qu'il décrit la nature, et notamment la Martinique et la Caraïbe, et les femmes. Il y a j'appelle ça des poèmes d'amour qui sont fantastiques, mais je vais vous lire, juste pour terminer, une phrase sur le carême, parce que chaque fois que c'est le carême, je pense à Xavier Orville. « Nous étions en carême. Février avait lancé sur le littoral une insurrection rose de glycérida. Nous étions en carême. Le temps déroulait un même cortège d'herbes jaunes au flanc de la campagne. Poiriers et savonnettes perdaient leurs feuilles. Les gommiers pelaient. Les thibaumes avaient des reflets métalliques. Nous étions en carême. Les mornes secs descendaient à la mer, bord à bord, silencieux dans l'air surchauffé. Le ciel partait à la dérive, somptueuse par-dessus mornes et fonds. De flamboyance en flamboyance, il incendiait les poiriers, escaladait les épines des cierges, allait caresser la gorge noire des tourterelles, déclenchait une apothéose de biguines aux couleurs chaloupées qui faisait rouler les hanches des savanes jusqu'au fil mauve de l'horizon. Ça donne envie, bravo. Musica. Christian va nous parler de Paul Jules Vécourt, Oui, un extraordinaire permets-moi un petit mot de Xavier Orville que j'ai connu personnellement très profondément parce qu'il était auteur dramatique et je m'occupais de la SACD, Société des auteurs de compositeurs dramatiques. Il venait à mon bureau à Fort-de-France. C'était délicieux. Je passais des moments extraordinaires avec Xavier. J'étais enchanté par ses phrases, par son esprit, par la beauté de ses propos. Et je vous dis, je ne l'ai pas là, mais j'ai écrit à son décès, j'ai écrit à Xavier pour l'éternité, que j'ai publié dans Antilla. Voilà, je me promets, si je trouve mon petit article, je le partagerai avec vous parce que c'est un homme pour lequel j'avais une grande considération aussi. Il est décédé à Casse-Pilote à la suite d'une grippe, je crois. Il était très... Il avait un cancer. Il avait un cancer, voilà. Mais enfin, bon, voilà. Il te reste 5 minutes pour parler de Jules Vécourt. Mais je ne pouvais pas quand même. Oui, tu as raison. Alors, Paul-Jules Vécourt, c'est un musicien extraordinaire qui n'est pas forcément beaucoup connu parce qu'il n'a pas beaucoup enregistré. Mais il a eu des hommages qui ont été faits par Jérôme Boissine, il a des hommages de Bolosier, il a eu des hommages ici de Mano Lutobi, c'est un homme auquel il faut qu'on parle aussi, Mano Lutobi, parce qu'il a fait quand même énormément comment dire, il a un volume d'enregistrements et de vidéos qui sont extraordinaires. Alors Paul-Jules Vécourt, il a commencé par la flûte, il a commencé à maîtriser le saxo à l'âge de 16 ans, et puis il a joué. Son truc c'était de jouer dans des mariages, dans des baptêmes, et puis dans des balles. On va écouter un premier titre de Paul-Jules Vécourt.
Je ne sais plus lequel, je pense que c'est... oui, enfin, c'est dans le cadre de l'inauguration de M. Bolosier. Ouais. Et il lui avait rendu hommage. On va écouter quelques phrases. Hommage à Juico. Alors, je poursuis en disant qu'il a accompagné Francisco, avec il a enregistré un bel album. Il a accompagné Barrel Copette, il a accompagné Honoré Copette, il a joué avec Jeannot Guillou, le très très bon guitariste. Il a joué avec Paul Londas, avec Théophile Féné, avec Michel Desgrottes, ce compositeur haïtien qui a quand même donné beaucoup d'œuvres. Il a joué avec Vincent Zé-Lafontaine. Il est toujours vivant. Mais je suis allé chez lui il y a quelques années, il était déjà un petit peu fatigué, mais je pense qu'il résiste. Voilà. Je vous propose d'écouter un deuxième titre. C'est effectivement dans le cadre d'un hommage que lui avait rendu Mano Lutobi. Il a eu l'occasion d'accompagner Alain Jean-Marie au Canada. Et c'est à ce moment-là qu'il a découvert des jazzmen. Et à un moment donné, il disait, ah non, à Martinique, on ne fait pas du jazz. Parce que nous, pourquoi un niveau là, tu vois? Moi, j'aimerais vous dire aussi que le saxo entier a une identité. Et cette identité, elle a été traduite par Marcel Chantelly, Émilien Antille, Charles Gassette ou Camille Soprane, parce qu'il y a une manière de jouer, une manière de jouer la biguine, une manière de jouer le merengue, un sens de l'improvisation que Paul Jules Véco a toujours exprimé. On va écouter un dernier extrait pour terminer. C'était le
mot de la fin. Oui. Oh, tu précises. Festival Big in Tu Jazz, peux- effectivement, en 2006, on avait invité parce que voilà, on était déjà sensible à son jeu et à son sens de l'improvisation. Donc, on l'avait invité en 2006 aux Anses d'Arly. Très bien. Ben, je suis tout ému. Il est encore vivant, tu le dis. Hein? Il est encore Oui, vivant. oui, Très oui. bien. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une émission, je vous le promets, de si bonne qualité que celle-là. Elle était bonne, l'émission. Hein? Absolument. Ouais, très bien. Je remercie tout le monde. On n'a plus beaucoup de temps. À la semaine prochaine.